어디가 제일 불편해? 살덩이? 멤버들이 맨날 맘대로 만지고 네. 살덩이를? 아니 그러니까 몸을. 저기 막 지원 씨 몸매가 부러워서 자꾸 질투를 하는 거예요? 아, 멤버들이랑 같이 사우나 간 적 있어요? 많죠. 그때마다 그렇게 놀려먹는 거예요? 오늘 어. 여기 수박이 있어. 막 이러고. Imaginez, vous êtes trainee, des années d'entraînement derrière vous, des sacrifices, des auditions, des heures passées à perfectionner chaque mouvement, chaque note. Et un jour, vous débutez enfin. Vous entrez dans l'industrie de la K-pop. C'est le rêve qui se réalise. Caméra, projecteur, scène, une promesse de carrière, de passion et de reconnaissance. Mais très vite, un malaise s'installe. Vos concepts évoluent, vos tenues deviennent de plus en plus courtes, de plus en plus suggestives. Certains plans caméra vous mettent mal à l'aise, vous ne contrôlez plus vraiment votre image. Ce n'est plus votre talent que l'on met en avant, mais une version de vous-même sexualisée, idéalisée, façonnée pour attirer l'attention. C'est exactement ce qu'il arrive à plusieurs nouveaux groupes chaque année. Des groupes qui, via une agence inconnue au bataillon, débutent souvent avec des concepts frais et dynamiques dans l'air du temps, qui basculent brutalement dans une stratégie marketing centrée sur la sexualisation. Et c'est notamment l'histoire de Signature, mais ne croyez pas que c'est un cas isolé. Avant elle, de nombreux autres groupes sont devenus tristement célèbres pour avoir été poussés dans une direction similaire. Et aujourd'hui, ce phénomène n'a même plus l'air de choquer l'industrie, dans une société où la sexualisation est déjà si exposée. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce phénomène. Pourquoi certains groupes sont sexualisés malgré eux? Quelle logique commerciale se cache derrière ce phénomène? Et surtout, quelles sont les conséquences humaines? Bienvenue dans une enquête sur l'un des tabous les plus dérangeants de l'industrie de la K-pop. Avant que les controverses ne viennent entacher leur image, Signature incarnait l'archétype du girl group girl crush rafraîchissant et accessible. Formé par C9 Entertainment sous son label spécialisé G9 Entertainment, le groupe a fait ses débuts le 4 février 2020 avec le single Nunu Nana. Composé initialement de 7 membres, Chaesol, Jiwon, Yea, Soon, Céline, Belle et Semi, dont certaines issues du groupe Good Day, et ayant participé à l'émission de survie de KBS The Unit, Signature se distinguait par une esthétique colorée et une énergie positive. Leur premier EP, Listen and Speak, sorti en septembre 2020, incluait les singles Nunu Nana, Asa et le titre principal, Harrison. Ce dernier a rapidement gagné en popularité, atteignant 3 millions de vues en 2 jours, et l'EP s'est classé à la 21e place du Gaon Album Chart. Malgré des changements de membres en 2021 avec le départ de Yea et Soon et l'arrivée de Chloé et Dohee, le groupe a maintenu son identité musicale. Leur deuxième EP, Dear Diary's Moment, sorti en novembre 2021 avec le single Boyfriend, se distinguait par un ton plus mature et doux. Et elle est vraiment trop bien, donc allez l'écouter. En 2023, My Little Aurora et Us in the Summer ont montré une évolution vers des sonorités plus matures tout en conservant l'essence girl crush fun du groupe. Et je vous conseille cette fois-ci la title Aurora. Malgré les défis et la taille relativement modeste de leur fanbase, Signature ne se portait pas mal. Bien que le groupe soit considéré comme un no-go, il parvenait à attirer une attention croissante grâce à la qualité de leur production et à des concepts musicaux variés qui plaisaient à un public fidèle. Les vues de leurs clips et performances étaient en constante augmentation et les critiques de leurs morceaux, bien que mixtes, mettaient en avant la qualité et la fraîcheur de leur son. L'album Sweet and Salty, sorti en juin 2024, devait être une étape logique dans cette trajectoire ascendante, avec un concept estival et joyeux, parfait pour la saison. Pourtant, même si l'album contenait des morceaux accrocheurs et une title track Pundong avec un rythme funky, il a également marqué le début des controverses qui allaient affecter gravement l'image du groupe. Mais tout commence bien avant cela. En août 2023, un teaser vidéo d'une émission animée par Tak Jae-hoon a provoqué une vague de colère parmi les internautes en raison des remarques jugées sexualisantes à l'égard de Jiwon, membre du groupe Signature. Dans cet extrait, l'animateur fait des commentaires sur le physique de l'idole, la qualifiant de possédant l'un des meilleurs corps de l'histoire de la K-pop. Il lui demande ensuite pourquoi elle n'a pas participé au festival Waterbomb, un événement connu pour ses performances suggestives. Ces propos ont visiblement mis Jiwon mal à l'aise, la poussant à se couvrir instinctivement. Malgré le tollé suscité par ce teaser, l'épisode complet a été diffusé, amplifiant la controverse. Les animateurs ont évoqué de nouveau la participation de Jiwon au festival, tout en diffusant des fancams de l'idol où l'attention était portée de manière explicite sur sa poitrine. Un des animateurs a même exprimé son regret que ces vidéos ne soient pas des gifs, ajoutant un ton encore plus perturbant à l'incident. Bien que Jiwon ait affiché un sourire et essayé de masquer son inconfort par un rire forcé,
les internautes ont rapidement perçu son malaise, d'autant plus que la vignette de l'épisode mettait en avant une pose qui accentuait cette même partie de son corps. L'attitude passive de l'agence C9 Entertainment a envenimé la situation, car celle-ci n'a pas réagi aux critiques initiales et a continué de promouvoir l'émission malgré la controverse. En conséquence, les fans ont exprimé leur indignation sur les réseaux sociaux, où le hashtag ProtectG1 est rapidement devenu viral. Ils ont dénoncé la sexualisation de Ji-won, qu'ils considéraient non seulement comme inappropriée, mais également comme une violation de son bien-être. C'est ainsi qu'un an plus tard, les internautes ont exprimé une nouvelle fois leur mécontentement après la sortie du clip de Pongdong, accusant l'agence d'avoir sexualisé le groupe de manière excessive. Bien que le titre cherche à évoquer une ambiance estivale et joyeuse, les fans ont été choqués par les tenues révélatrices des membres et certains plans perçus comme inappropriés et suggestifs. Ce choix marketing a été jugé délibérément sexualisant, visant à augmenter les vues au détriment de la dignité des membres du groupe. L'indignation s'est amplifiée après la diffusion d'une vidéo où les membres de Signature réagissaient en direct au clip de Pongdong. Alors qu'elles semblaient enthousiastes au départ, leur attitude change radicalement lorsqu'un plan filmé sous leur jupe apparaît à l'écran, créant un malaise palpable. Les membres, et particulièrement Chaesol, la leader, ont montré des signes évidents de malaise. Et plusieurs fans ont dénoncé l'absence de préparation de l'agence, estimant que les membres avaient été exposés à des images qu'elle n'avait pas validées. Ce moment a renforcé la critique selon laquelle l'agence ne protège pas suffisamment ses artistes. La situation s'est encore envenimée lors du showcase de lancement de l'album le 10 juin 2024, lorsque Ji-won est apparu avec une tenue jugée inappropriée. On voit clairement Ji-won tenter de remonter son haut tout au long de la performance, suggérant une gêne liée à une tenue trop serrée qui mettait en avant sa poitrine. Ce nouvel incident a exacerbé la perception que l'agence ne fait pas véritablement d'efforts pour protéger ses membres de la sexualisation continue. Et elle se retrouva une fois de plus sous le feu des critiques, après avoir permis une collaboration controversée entre le groupe et Yuna Ogura, une actrice pornographique japonaise. Cette collaboration, réalisée sous forme de Dance Challenge, a été largement partagée sur les réseaux sociaux, provoquant l'indignation des internautes coréens. En plus de cela, Ji-won avait déjà été mal à l'aise lors d'une autre interaction avec Yuna Ogura, où l'actrice lui avait proposé de rejoindre l'industrie pornographique. 지원 기록관을 볼 땐 어때요, 우리? 인기 나는 것 같아요. 왜? 몸매가 좋으니까. L'agence, en validant cette nouvelle collaboration, a suscité une forte réaction des fans qui ont dénoncé un manque de respect flagrant et une stratégie commerciale destructive pour l'image de la K-pop. Les critiques se sont intensifiées après que C9 Entertainment ait tenté de calmer la situation en publiant un communiqué le 21 juin. Celui-ci défendait la participation de Ji-won à l'émission où Yuna Ogura avait tenu des propos inappropriés, soulignant que l'idole avait été informée et avait donné son accord. L'agence a précisé qu'aucune gêne émotionnelle n'avait été exprimée par Ji-won. Cependant, de nombreux fans ont jugé cette réponse insuffisante, reprochant à C9 de minimiser la gravité de l'incident et de manquer de protection envers ses artistes en continuant à promouvoir des contenus controversés. L'incident a pris de l'ampleur en 2024, lorsqu'à l'occasion de sa performance au Waterbomb Festival, Ji-won, surnommée la déesse du Waterbomb, a une nouvelle fois été au centre d'une polémique sur sa tenue. Bien que sa performance ait été saluée, de nombreux spectateurs ont remarqué sa tenue, jugée trop révélatrice, notamment la mini-jupe qui laissait apparaître ses sous-vêtements. Les critiques ont de nouveau fusé contre C9 Entertainment, accusant de sexualiser Ji-won à des fins commerciales sans tenir compte de son inconfort apparent. Cette polémique est d'autant plus poignante que Ji-won, après 7 ans de carrière, semble enfin obtenir une visibilité accrue, mais malheureusement par l'intermédiaire d'une exposition controversée. Les fans ont souligné que, plutôt que de profiter de son talent et de son charisme, l'agence privilégie des stratégies marketing qui exploitent son image de manière dégradante, aggravant la perception d'une gestion défaillante et irrespectueuse de l'image du groupe. Après une série de scandales liés à la sexualisation, Signature a annoncé sa séparation en décembre 2024. Malgré un certain succès et un public fidèle, les controverses sur la gestion de son image et l'exploitation de ses membres ont conduit à une fin prématurée du groupe, marquant un échec pour C9 Entertainment dans la protection de ses artistes. Et plus récemment, le 18 mai 2025, Ye a révélé sur Instagram que son départ du groupe en 2021 avait été causé par des exigences extrêmes de son agence en matière de poids. Incapable d'atteindre les objectifs imposés, elle a subi un stress important, des troubles alimentaires et des sanctions collectives injustes, comme l'expulsion temporaire du dortoir. Son contrat a été résilié pour manque d'efforts, illustrant les dérives de la pression physique dans l'industrie. Cependant, le 12 janvier 2025, Céline a laissé entendre une possibilité de réunion du groupe en partageant une photo des 6 membres actifs avec la légende « To be continued ».
alimentant les espoirs d'un retour potentiellement sous une nouvelle agence. Bref, et pour ceux qui oseraient dire que Signature est un cas isolé, le parcours du girl group Stellar illustre de la même manière les dérives de la sexualisation forcée par leur agence. Débutant en 2011 sous l'égide d'Eric de Shinhwa, Stellar adopte initialement un concept mignon et innocent. Cependant, face à un succès limité et des difficultés financières croissantes, l'agence opère un virage radical en 2014 avec la sortie du titre Marionnette. Ce morceau marque le début d'une ère controversée pour le groupe. Le clip, jugé trop suggestif, est interdit aux moins de 18 ans en Corée du Sud et sur YouTube. Les performances scéniques, notamment le mouvement de danse surnommé Butt Rub, sont censurées sur plusieurs émissions télévisées. Parallèlement, l'agence lance une campagne marketing provocante sur Facebook, incitant les fans à déshabiller virtuellement les membres en échange de likes, renforçant ainsi l'image sexualisée du groupe. Bref, un enfer. Les membres de Stellar exprimeront par la suite leur malaise face à cette orientation improvisée. Dans une interview, Kaeun révèle que certaines scènes, comme celle où une membre verse du lait sur elle-même, ont été tournées sans que les implications sexuelles ne soient exprimées aux artistes. 우유를 흘리는 장면이 있었어요. 헤어진 연인을 그리워한다. 침대에서 뒤척인다. 아침에 일어나서 우유를 마신다. 이렇게 써 있었거든요. 아침이니까 우유를 마시는구나. 이렇게 생각해서 이제 그 친구는 우유를 마시는 씬을 찍었는데 우유를 흘려보세요 이랬대요. 그냥 힘이 없어서 그렇구나 해서 이제 우유를 흘리게 됐는데 나중에 댓글 보고 이거는 무슨 상상을 불러일으킬 수 있다라는 걸 알게 돼서 좀 충격이 컸었죠. 이제 그때 우유를 먹었던 친구 같은 경우는 그 당시에 20살이었는데 그 이후로 충격받아서 흰 우유를 먹지 않아요. Elle confie également que l'agence utilisait des clauses contractuelles pour les contraindre à accepter ces concepts malgré leur inconfort. 자극적인 것에만 반응을 하니까 그게 힘들더라고요. 떨려요 때 갑자기 그것도 당일날 이 의상으로 입어보라고 이거 입고 절대 우리가 춤 못 춘다. 그럼 한번 일단 해봐라. 너네는 왜 안 해보고 말을 하냐. 이래서 그걸 한 5장인가만 딱 찍고 봐봐요. 너무 심하지 않냐고. 그래 뭐 갈아입어라 했는데 그 사진으로 나간 거예요. 나온 거 보고 전화하고 이게 뭐냐고 따졌죠. 몰랐어? 그래 다음부터 안 그럴게 했는데 이미 나갔는데 어떡해요. Et malgré une tentative de retour à des concepts plus sobres avec des titres comme Fool en 2015, l'image de Stellar reste marquée dans cette période controversée. Le groupe se sépare officiellement en 2018, laissant derrière lui un exemple poignant de pression exercée sur les artistes féminines dans l'industrie musicale coréenne. Donc bon, avec cet exemple-là, inutile de vous rappeler encore une fois que ce ne sont pas des cas isolés. D'autres groupes et artistes de K-pop sont également concernés. Et il y en a, je pense que vous n'êtes même pas au courant. Avant leur succès viral inattendu avec Rollin, Brave Girls avait une image vraiment marquée, très suggestive, notamment avec des clips comme Deep End ou High Heels, avec des tenues révélatrices et des chorégraphies sexualisées. Êtes-vous même au courant qu'au-delà des versions New, Dance et Clean, le MV de Rollin existe? Et je vous laisse comprendre pourquoi il y a une version Clean du coup. Le groupe d'Al-Shabet, lui, a été au cœur de polémiques avec la chanson Joker en 2015. La chorégraphie du refrain, jugée trop explicite, a été censurée sur plusieurs chaînes coréennes. Et si vous pensez que c'est du passé et que tous ces exemples datent de 2014, eh bien sachez qu'on a choisi ces groupes car nous avons assez de recul maintenant. Mais des dizaines d'autres groupes sont actuellement là tout de suite reliés à des problèmes d'hypersexualisation. Et même des jeunes de 19 ans. Du côté masculin, il y a aussi des exemples comme Wonho, ancien membre de Monsta X, qui a lui aussi fait l'objet de débats avec ses tenues très moulantes et des plans accentuant ses muscles dans ses clips solo ayant suscité des réactions partagées. Et je pense qu'il est important de souligner qu'il n'y a rien de mal qu'un artiste choisisse de se montrer de manière provocante ou sexy, si cela découle réellement de sa volonté personnelle. Le sexy peut être une forme d'expression artistique légitime, et chacun devrait avoir la liberté de se présenter comme il le souhaite. Le problème se pose dans une industrie comme la K-pop, où les agences contrôlent étroitement l'image, les choix artistiques et même les apparitions médiatiques des idoles. Dans ce contexte, il devient très difficile de discerner si une sexualisation est volontaire ou imposée. Le consentement réel des artistes peut être flou, surtout dans un système hiérarchisé. Contester les décisions d'une direction peut mettre une carrière en danger. C'est cette zone grise entre liberté individuelle et pression commerciale qui rend la question aussi complexe et sensible. 우리의 과한 노출, 과한 성적 매력을 어필해야 되는 그런 상황들이 너무 고통스러웠고 그거를 다 표현을 했어요. 어렸었기 때문에. 그치만 나아지겠지라는 막연한 희망으로 시작했던 것 같아요. 그 권력이라는 바퀴 안에서 모두가 그 하나의 부품이 돼서 돌아가는 것들 이렇게 보고 있으면
다들 어쩔 수 없이 힘들게 지내는구나. D'autant plus que cette industrie aime beaucoup les mineurs. Beaucoup débutent très jeunes, entre 14 et 17 ans, alors cela rend particulièrement problématique toute forme de mise en scène suggestive ou de promotion axée sur l'apparence physique. Un exemple marquant est celui de Hunché, membre de Le Seraphim, qui n'avait que 16 ans lors de la sortie de la chanson Smart. Le clip et les chorégraphies ont suscité de nombreuses critiques, certains plans et choix esthétiques étant jugés inappropriés au vu de son âge. Bien que le concept général du groupe ne soit pas exclusivement sexualisé, les internautes ont souligné le malaise de voir une adolescente exposée de cette manière. Et même si à 16 ans, on n'est plus une enfant, on n'est pas non plus toujours en capacité de comprendre pleinement l'implication de ses choix devant des millions de personnes. Chaque être humain en grandissant regarde parfois ses choix d'adolescent avec du recul, voire des regrets. Or, quand ces choix sont gravés à jamais dans des clips vus par des millions de personnes, ça dépasse largement le cadre simple de l'erreur de jeunesse. Et cela pose de réelles questions éthiques sur la responsabilité des adultes encadrants. On est donc en droit de se demander pourquoi ce phénomène persiste-t-il toujours dans l'industrie de la K-pop. Plusieurs facteurs se combinent alors. D'abord, il existe une pression énorme pour se démarquer dans une industrie saturée, où des centaines de groupes débutent chaque année et où seuls quelques-uns parviennent à survivre durablement. Miser sur des concepts plus adultes ou provocateurs est parfois vu comme un moyen rapide d'attirer l'attention médiatique. Il ne faut pas oublier de mentionner l'influence des réseaux sociaux qui poussent à créer du contenu de plus en plus viral, quitte à franchir les limites éthiques pour faire le buzz. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, quand les premières recherches après le prénom de Jonghyun de Twice sont poids ou weight, ou quand un Nugu artiste fait presque 1 million de vues car il est torse nu dans son MV. Sans parler de Only1F, un boy group connu pour explorer des concepts bien matures et ouvertement homo-érotiques. En jouant sur l'ambiguïté des relations entre les membres et en les faisant danser tout nus en se touchant les uns les autres, bref, vous voyez le topo. À cela s'ajoute la culture patriarcale, encore très présente en Corée du Sud, où le regard masculin domine une grande partie de la consommation culturelle. Les clips, les performances, les concepts sont souvent pensés pour séduire un public masculin adulte. Un autre problème est le manque de régulation sur le contenu diffusé. Il n'existe pas de réelle protection contre l'hypersexualisation, même pour les mineurs. Et quand on sait qu'en Corée du Sud, on peut perdre son procès pour abus au travail avec l'argument « Je suis aussi un être humain car les artistes ne sont pas des employés, donc ils peuvent se faire harceler en contournant la loi », et je ne cite personne bien sûr, eh bien on se dit qu'on est encore bien loin de régularisation sur le contenu des idoles. De plus, certaines agences en difficulté financière adoptent des stratégies controversées pour survivre, sans se soucier du bien-être de leurs artistes. Dans l'industrie, il est connu que de jeunes trainees, surtout issus de petites agences Nugu, peuvent être poussés à fréquenter des événements privés, parfois pour servir des boissons ou tenir compagnie à des hommes influents. Dans ces conditions, le talent ne suffit plus. La pression pour exister dans un milieu saturé pousse parfois à exploiter l'image des artistes au détriment de leur dignité. Mais peut-être qu'un jour, on en fera une vidéo. L'hypersexualisation dans l'industrie de la K-pop a des conséquences profondes sur la santé mentale et physique des idoles. On a déjà mentionné Kim Ga-eun de Stellar, qui a révélé que son agence avait imposé des concepts toujours plus sexualisés pour booster la popularité du groupe. Elle a exprimé qu'elle se sentait utilisée et que ses choix ont eu beaucoup de répercussions sur sa perception d'elle-même et sur sa santé mentale. Elle a même affirmé que ces pressions avaient causé une certaine forme de traumatisme psychologique. Mais on peut toujours aussi parler de Sulli, ancienne membre de FX, qui a été un exemple tragique. Elle a dénoncé à plusieurs reprises la pression de l'industrie qui la sexualisait en permanence, ce qui intensifiait le harcèlement en ligne qu'elle subissait. Une simple photo sur Instagram no bra était perçue comme une forme de rébellion contre les attentes de l'industrie, ce qui l'a rendue encore plus vulnérable à des critiques cruelles. Amber, ancienne membre de FX aussi, a parlé des pressions de l'industrie, notamment des attentes irréalistes concernant le poids et l'apparence. Elle a souligné le tabou entourant la santé mentale en Corée du Sud et a encouragé une conversation plus ouverte sur ces sujets. Mais aussi IU, qui a partagé ses luttes contre la boulimie et les troubles alimentaires, mettant en lumière les normes corporelles strictes imposées aux idoles. Ces exemples montrent comment l'hypersexualisation ne se limite pas à une question d'image, mais affecte profondément le bien-être des idoles. Face à l'hypersexualisation persistante, les fans ont commencé à se mobiliser pour dénoncer cette pratique et pour protéger les artistes. Des mouvements comme #ProtectIdols et #StopSexualizingIdols ont émergé sur les réseaux sociaux. Ces campagnes ont pour but de sensibiliser le public et de faire pression sur les agences de K-pop pour qu'elles respectent les droits et la dignité des artistes. Un exemple frappant est celui des fans de Blackpink, particulièrement lors de la sortie du clip Lovesick Girls, où certains ont critiqué la représentation de Jennie dans un uniforme d'infirmière sexy.
Les critiques ont non seulement circulé sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des discussions publiques plus larges, y compris des syndicats de travailleurs de la santé qui se sont également indignés de cette sexualisation. Ces protestations ont démontré l'ampleur de l'indignation face à l'exploitation des idoles pour des concepts sexualisés, mais aussi à quel point tout et n'importe quoi peut devenir un sujet de sexualisation de la femme. L'industrie de la K-pop commence lentement à prendre conscience des problèmes liés à l'hypersexualisation de ses artistes, bien que cette évolution soit encore timide et limitée. Des scandales comme l'affaire de Seungri du Burning Sun, dont on a fait une vidéo, ont exposé les dérives de l'industrie, notamment avec des vidéos sexuelles illégales, et ont mis en lumière la culture de l'exploitation et de l'objectification dans l'industrie. Bien que plus en plus de personnes, notamment des personnalités influentes, commencent à reconnaître l'importance de traiter ces sujets, le changement reste lent et difficile. Les agences continuent souvent de privilégier les profits au détriment du bien-être des artistes. L'évolution vers des pratiques plus éthiques dans la production de vidéos et de concepts visuels reste un long chemin, malgré les appels croissants à la responsabilité et au respect des artistes. Ainsi, face à cette hypersexualisation, il est essentiel de ne pas fermer les yeux. En tant que consommateurs dans cette industrie, nous avons une responsabilité. Il est crucial de soutenir les idoles sans encourager leur exploitation. Trouver un futur où la passion et le respect coexistent et où les idoles peuvent briller sans avoir à sacrifier leur bien-être. C'était Baguette Entertainment et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.